C'est là que je trouve de la force. Okay. C'est là que c'est beau, c'est là que c'est poétique, c'est là que c'est intelligent, c'est là que ça pense, c'est là que ça invente, c'est là que c'est libre. Tu vois, pour moi, il y a tout dans la lecture, quoi. Donc, dans les livres. C'était une journée au bord de l'eau. En anglais, journey, c'est le voyage. Et c'est peut-être ce qui résume ce moment à Bordeaux avec Sophie Poirier. Pour rencontrer la lauréate du prix Babel 2025, j'ai pris un train un matin, direction la gare Saint-Jean. Plus tard ce jour-là, il y a eu la mer et la plage et le soleil et le sable chaud et quelques instants suspendus qui n'appartenaient qu'à nous, une parenthèse dans l'automne qui avançait à pas de loup. La biographie d'un immeuble, le livre de Sophie Poirier, Le Signal, pourrait se résumer ainsi. Un immeuble que l'océan, peu à peu, vient grignoter. Que fait-on des souvenirs de ceux qui ont vécu là ? Sophie Poirier raconte avec une poésie rare ce qui a été perdu et ce qui a été transmis. Dans sa bibliothèque, c'est comme les différentes strates de sa vie, les livres qu'elle a reçus en héritage, ceux qu'elle veut transmettre à son tour, ceux qu'elle garde, ceux qu'elle aime. Dans son salon, à mots feutrés, nous avons revisité tous les moments de lecture de son histoire, ces livres qui, dans le chaos du monde, font tenir debout. C'était doux et joyeux, comme une rencontre qu'on attend avec impatience, un moment qu'on savoure et qu'on ira ranger précieusement dans une étagère de notre bibliothèque. Sophie Poirier sera la marraine du prochain Festival du livre de Sartrouville, samedi 11 avril, dont le thème sera « La douceur est invincible ». Ce matin, c'est ce que je nous souhaite en écoutant ce nouvel épisode des gens qui lisent dans la bibliothèque de Sophie Poirier. Je le dédie à tous ceux qu'on a perdus, tous ceux qu'on a gagnés, et aux journées de soleil au bord de l'eau. En gare de Bordeaux, nous vous demandons de prendre garde à l'espacement entre le marchepied et le quai lorsque vous descendez, et surtout d'attendre l'arrêt concluant gare avant de descendre. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Merci. La base des questions que je t'ai envoyées, c'est pas tant pour que tu prépares tout, Oui, c'est oui, plus pour que tu vois. Ah, c'est ma pendule. Ah, c'est super. À 11h, Elle chante. À 11h, c'est un peu l'ambiance. Je suis perdue dans la forêt avec Il y a des sons différents à chaque oiseau. C'est vrai. La première question que je pose tout simplement, Ouais. c'est où sommes-nous, Sophie, et pourquoi est-ce qu'on se voit ici ? Nous sommes chez moi, à Bordeaux. On se rencontre suite au prix Babel. Oui. Pour mon livre Le Signal, qui a été édité chez Babel cette année. Et donc, le prix que vous avez eu la gentillesse de me donner fait cette rencontre ici, chez moi. Et comme tu m'avais dit un endroit calme pour parler de livres, j'ai pensé que mon antre plein de livres irait très bien. Est-ce que tu as besoin d'être dans un endroit spécifique pour lire ? Est-ce que par exemple être chez toi, c'est un endroit important pour lire, ou est-ce que tu peux lire partout ? Je pouvais lire partout. Tu pouvais ? Ouais. Ok. Mais je peux moins lire partout. Ok. Peut-être parce que le volume sonore en général, notamment dans la ville, a changé. Lire en terrasse, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et qui est compliqué à faire maintenant parce que ville touristique, les terrasses sont hyper serrées, les téléphones, les guides qui passent. Enfin voilà, je sais pas, il y a un volume sonore dans la ville hyper centre où je suis qui a vraiment changé et où j'ai moins cette possibilité-là. Tout ça, plus les concentrations plus difficiles aujourd'hui, font que pour lire, je vais plutôt être dans ma chambre la plupart du temps, qui est l'endroit de chez moi le plus tranquille. Le matin, beaucoup. Avant, je lisais un peu tout le temps, un peu partout. Voilà. Maintenant, c'est plus... j'essaie de commencer par ça le matin, considérant que c'est aussi mon travail de lire. Et donc, c'est pas culpabilisant d'être au lit pour lire et de pas commencer sa journée, comme si j'allais au travail quelque part. Après, j'aime beaucoup lire en ayant chaud, avec du soleil, avec l'été au coin du feu, sous une couette. Enfin, tu vois, je me suis rendu compte en pensant comme ça à des questions sur la lecture que il y avait toujours eu ça, même petite, quoi. Mes souvenirs de lecture sont beaucoup liés à l'été, alors que je lis tout le temps, mais voilà. Mais t'aimes bien j'aime bien être cette chaleur. dans un confort, dans le train. Ça fonctionne encore bien. Ailleurs. C'est une sorte de cocon, le train aussi. Ouais. Et puis on est vraiment
enfin, on peut être sorti faire croire qu'on capte plus rien, et puis voilà, on peut être vraiment isolé comme ça. Et ailleurs aussi. Est-ce que tu arrives à dissocier aussi les lectures que tu flèches vraiment dans le cadre, je sais pas, d'un projet d'écriture ou d'un travail, et celles que tu choisis juste pour le plaisir? Est-ce que ce sont deux lectures différentes? Non, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je lis principalement que dans le plaisir tout le temps, même si quelquefois c'est des livres plus faciles à lire sur la plage l'après-midi que un essai un peu poétique sur un thème plus compliqué, où là, voilà, tu vois, ça va être du plaisir tout le temps. Okay. Est-ce que tu arriverais en un mot ou quelques mots à définir quel genre de lectrice tu es? Sans doute un gros lecteur, comme on dit dans les étiquettes comme ça. Je lis beaucoup, donc ça serait peut-être beaucoup. Enfin, tu vois, beaucoup de livres, beaucoup lire. Mais je pense que j'ai changé je suis devenue une autre lectrice quand même au fur et à mesure. Je pense que je lisais beaucoup plus, avec un effet un peu d'étourdissement aussi, de boulimie, tu vois, ces lecteurs-là qu'on peut être, ou que certains sont. Aujourd'hui, je pense que comme tout le monde, j'ai d'autres pratiques qui prennent de la place et qui font que la lecture prend moins de place quand même. Je pourrais dire lire, ça me tient debout. Voilà, ça fait 2-3 mots. Est-ce que ton état intérieur ou l'ordre du monde, je sais pas, peut interférer sur ta capacité à lire? Ah non, c'est le contraire. Ah, la lecture serait un refuge. Quand je dis ça me tient debout, c'est là que je trouve de la force. Okay. C'est là que c'est beau, c'est là que c'est poétique, c'est là que c'est intelligent, c'est là que ça pense, c'est là que ça invente, c'est là que c'est libre. Tu vois, pour moi, il y a tout dans la lecture, quoi. Donc, dans les livres. Donc oui, ça c'est sûr. Au contraire, s'il y a pas ça là, ça commence à devenir compliqué, ouais. Bah, ça tant mieux. Ouais. C'est quelque chose qui existe depuis toujours dans ta vie. Comment est-ce que tu as commencé à lire, et pas au sens à apprendre à lire, mais comment les livres sont arrivés dans ta vie? Pour le coup, je me souviens très très bien des premiers mots que j'ai appris à lire. C'est vrai? Ah oui, c'est vraiment Amo. C'est le prénom du petit-fils de Sitting Bull, et A-M-O, Amo. Voilà, tu vois. C'est vraiment, alors ça, c'est 3e année de maternelle, c'est ancré. Et après, après j'ai lu vite, enfin, ma génération, moi, donc je suis née en 1970. Voilà, c'est la Bibliothèque rose, la Bibliothèque verte, les Rouges et Or, tous ces livres-là, Il y avait des livres chez toi? Ouais, il y avait des livres. Ouais, il y avait des livres. Mon père me racontait beaucoup d'histoires, faisait des petites BD parce qu'il était créatif comme ça. C'est lui qui les faisait? Ouais, il faisait des petites BD. Et il te les racontait par la suite? Donc voilà, il me racontait ça. Enfin voilà, il y avait ce rapport quand même à raconter des histoires. Et tous les albums, voilà, c'est des souvenirs extraordinaires de mardi soir, de lire Mickey Parade avec une tartine de pain au chocolat. Enfin, tu vois. Ça a toujours été associé au plaisir. Ah ouais, toujours en fait. Ouais, mais ça c'est vraiment, c'est la gourmandise, le confort, tu vois, le cocon, la chaleur, la douceur. Enfin ouais, c'est toujours associé à ça. J'ai beaucoup de livres chez moi parce que j'ai aussi hérité des livres de ma grand-mère, des livres de mon père. Donc les livres qui sont chez toi, ce sont des souvenirs, des reliques. Oui, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a des livres que j'ai pas lus parce que ça vient de la bibliothèque de mon père ou de ma grand-mère et que j'ai pas tout lu. De temps en temps, j'essaye de trier, mais en même temps, je les garde aussi parce que c'est mon héritage, c'est mon patrimoine. Donc les livres, mon fils a 32 ans et je suis grand-mère, mon petit-fils a 2 ans. Donc tu vois, maintenant, il y a d'autres livres qui réapparaissent. Tu vois, donc j'ai ressorti les livres que j'avais gardés de mon fils petit. Donc ma bibliothèque est en train de se modifier aussi. Oui, ça se transforme aussi au fur et à mesure des étapes de ta vie. Ouais. Et puisqu'on est devant ta bibliothèque, on va y rester un petit peu. Comment est-ce que dans tous les livres que tu as choisi de garder, qui se trouvent ici, là, autour de nous, dans ton salon où tu m'as parlé de ton bureau, comment est-ce que tu as organisé tout ça? Ou plutôt, comment ça n'est pas tout à fait organisé quand même. Il y a quand même forcément des livres que tu choisis de mettre les uns à côté des autres. Depuis une canicule il y a 2-3 ans, j'ai décidé de ranger par ordre alphabétique.
l'après-midi, je passais mes journées à faire ça, à trier, à ranger. Alors, et ça m'a permis de commencer à faire un peu des sélections de ce que je gardais, ce que je gardais pas. Quelquefois, j'ai 3 exemplaires Duras, par exemple. Tout le monde aimait Duras dans la famille, donc je me retrouve, tu vois, avec 3 exemplaires du même livre. Bon, à un moment donné, je me dis mais lequel je garde. Donc ça devait pas être facile quand même. Non, ça m'a pris du temps. Même si ce sont les mêmes livres, ils appartenaient pas aux mêmes personnes. Voilà. Donc de temps en temps, j'ai gardé les 2 exemplaires parce qu'il y a un mot, parce qu'il y a un truc souligné, parce qu'il y a. Et donc je faisais ça l'après-midi et le matin, il y a une boîte à livres au jardin public sous les gros arbres. Tant qu'il faisait pas trop chaud, je prenais mon vélo et j'allais mettre les livres qui n'allaient pas, puis je revenais l'après-midi et c'était mon petit rituel qui a duré quelques jours comme ça. Les livres qui sont chez toi, j'ai l'impression de ce que tu me racontes, qui sont très liés à de l'émotion, quoi, de l'humain, aux personnes à qui ils appartenaient. T'aimes bien prendre un livre comme ça au hasard et retrouver les traces de la personne qui l'a lu avant toi? Ouais, ça m'arrive. Ça, c'est un peu... Oui, c'est toujours un peu amusant. Comment tu choisis... où tu te procures tes livres? Est-ce que tu les achètes en librairie? Est-ce que tu es plutôt bouquiniste? Non, j'achète beaucoup en librairie. En librairie. Après, alors moi, à Bordeaux, je vais quand même principalement à la machine à lire. Ok. T'aimes bien que les libraires te conseillent ou tu préfères être toute seule à choisir? J'avoue que souvent, soit je sais ce que j'ai envie de lire parce que voilà, je lis pas mal de revues, j'écoute les conseils. Donc ça peut être des conseils de libraires comme comme toi, je vais voir sur Instagram ou des choses comme ça et je vais aller l'acheter chez mon libraire. Donc voilà, ça fait des circulations de libraires. Là, par exemple, l'auteur que j'ai découvert, Bruno Romori, c'est à partir d'un article dans la revue AOC. Et comme j'ai arrêté de fumer et comme je bois pas d'alcool et que j'ai pas de voiture, j'ai un budget livre qui peut compenser. C'est ça, tu peux en profiter sans culpabilité. Ça équilibre. On va repartir en arrière, là où on s'est arrêté tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu te souviens, tu me parlais un peu bibliothèque rose, bibliothèque verte, mais est-ce que tu as le souvenir des premiers textes un peu marquants pour toi? Ça peut être à n'importe quel âge, pas forcément les premiers. C'est plus tard, je pense. Ouais. Des moments comme ça aussi chez ma grand-mère, de lire les premiers Claudine de Colette, tu vois, de lire Pagnol et puis après Giono, tu vois, voilà. De découvrir... ça, c'était des livres qui étaient chez ta grand-mère. Ouais, qui étaient chez ma grand-mère. Tu piochais, t'avais le droit de prendre tout ce que tu voulais. Elle avait le même genre de bibliothèque, d'ailleurs, il y en a. Il n'y a pas de livres interdits. Non, même avec le recul, je me dis, tiens, c'est drôle que t'aies lu telle chose. Qu'une dame, comme ma grand-mère, elle lisait beaucoup de livres de femmes féminines. Enfin, de femmes. J'ai découvert Beauvoir dans ses Duras. Enfin, tu vois, elle lisait des choses comme ça et pourtant, elle était quand même... Et pourtant, elle avait une vie toute simple, avec pas beaucoup d'aventures, quoi. Et pourtant, elle lisait, tu vois... Après, les premiers chocs un peu livres, quoi, là, c'est plutôt la bibliothèque de ma mère et de mon père. C'est Duras, je pense que vraiment, voilà, moi, je suis la génération de filles qui tombent dans Duras et qui voilà, y a tout qui change, quoi. Je pense que c'est l'écriture, c'est pas le plus, marquant, mais après, il y a les petits chevaux de Tarquina, tu vois, ceux-là, là, avec le soleil, ceux-là un peu, tu vois. Bon, après, il y a l'amant, mais l'amant, c'est 84. Donc t'es adolescente? Ouais, j'ai 14 ans, donc j'ai pas dû le lire tout de suite. Bon, quoi. Mais voilà, tu vois, ces lectures-là, j'ai une copine de collège que j'ai revue il y a pas longtemps, qui m'a rappelé un souvenir en me disant, tu m'as montré un livre, donc on devait être en 3e. Tu m'as dit, ce livre-là, c'est incroyable, ça change ma vie. Enfin, c'était un truc qui m'avait bouleversée. Elle me dit, je me souviens pas du livre, c'était lequel? Et là, je me dis... incapable de lui dire quel livre m'avait bouleversée quand j'étais en 3e. Ouais, elle me dit c'était une histoire d'amour, le livre était rouge, en fait tu vois, elle a des souvenirs comme ça, il y avait concret. Du rouge, mais donc on a cherché et tout ça. Et il y a pas longtemps, je suis tombée sur un truc en replay là sur France Culture, sur Duras, Moderato Cantabile, et je crois que je pense que c'est ça. Et donc dans les Duras, à ce moment-là, c'est quoi? C'est des écritures, c'est des paroles d'une femme un peu singulière. Non, c'est l'écriture. L'écriture. Ouais, c'est l'écriture et puis c'est aussi un rapport au désir aussi, qui est quand même, on n'est pas des générations où on nous a trop dit les choses en tant que femme. C'est quelqu'un qui parle du désir des femmes de cette façon très forte, quoi, très dans l'absolu. Enfin, tu vois, avec ces notions d'absolu, d'engagement de soi, et puis la musique. Moi, j'écris à voix haute. Enfin, tu vois, je suis attentive à ça. Et oui, ça vient de là, ça. Bon, après, moi, j'ai aimé
Je suis bordelaise. Quand j'étais petite, j'ai habité un peu dans la campagne. Mauriac faisait partie. Alors ça, c'est ma mère, tu vois, qui lisait beaucoup Mauriac. Ça fait partie des trucs classiques. La forêt des Landes. Enfin, voilà, ces ambiances là de famille bourgeoise, de drame caché, tout ça. Bon, c'était il y avait des lectures comme ça. J'aimais beaucoup la littérature plus classique. Enfin, tu vois, j'adorais tout. Flaubert, ça, je me régalais. Et après, plutôt vers la vingtaine et tout ça, c'est plutôt là la littérature américaine qui m'amène sur la littérature contemporaine, sur l'autofiction, sur le polar. Là, c'est Paul Auster, tu vois. C'est pas très original, hein. C'est vraiment générationnel aussi. Et peut-être qui est aussi celui qui fait ce mélange entre raconter des histoires et avoir une écriture. Raconter des histoires, c'était pas très valorisé. Il fallait une voix. Ouais, c'était plus tu vois, avec cette littérature française hyper sacrée. Donc voilà, et ça a un peu décoincé quelque chose aussi. Christine Angot, par exemple, c'est des trucs qui tout d'un coup, qui claquent dans un parcours de lecture et d'écriture, qui te mettent un peu à côté. Et puis là, il y a d'autres trucs qui s'ouvrent. Tu vois, ça fait des choses comme ça, je trouve. De temps en temps, il y a un livre comme ça ou un auteur qui te prend par la main et qui te fait dévier un peu de ce que tu lis habituellement. Et puis là, tu tombes dans un autre espace. Il y a des livres que tu as lus aujourd'hui ou récemment que tu aurais aimé lire à 15 ans, à 20 ans. Ah, et ça, il y en a, ouais. Surtout tout ce qui est un peu féministe, là. Tu penses à un titre en particulier? J'avais lu un livre de Amandine D. Oui. Ouais, c'est La femme brouillon. Oui. Ça, par exemple, que j'ai lu il y a pas... Enfin, voilà, c'est sorti. Quand c'est sorti, ouais. Et je me souviens, on était avec des copines en vacances et il y avait la fille d'une des copines qui avait, elle, 20 ans. Et on s'est passé le livre entre copines. Et après, on l'a donné à sa fille, on lui a dit, tiens, voilà un livre qu'on aurait bien aimé lire à ton âge. Là, en ce moment, j'ai tendance à lire plusieurs choses à la fois en fonction des projets, chez Actes Sud, là, il y avait Imre Kertész, voilà. Ouais, je sais pas si je le prononce bien, mais je fais genre. Comme ça, voilà, mais je te crois. Le premier que je lisais de lui, ça, je l'ai lu en Grèce sur une île, dans un décor idyllique. Mais je pouvais pas le lire ailleurs. Sinon, j'aurais pas... T'avais besoin de beauté autour de toi pour j'aurais pas absorbé le truc. Tu vois, il y a ça aussi. Mais je peux lire aussi pour me donner de l'élan. Quand je disais c'est mon métier de lire, c'est aussi, avant d'écrire, c'est bien de lire. Et alors, dans les livres, soit du moment, soit dernièrement, est-ce qu'il y a des choses un peu marquantes dont tu aimerais me parler? Et qu'est-ce que tu lis en principal? Là, il y a Bruno Remori que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Je sais pas comment. Le monde horizontal, non, je le connais pas. Tu connais. Pas du tout. Ça, c'est celui que je suis en train de lire, mais c'est pas son dernier. C'est un essai, c'est un roman, c'est du récit, mais ça pourrait être des essais. Je crois que c'est un universitaire. Il est à la limite. Son dernier, je pense, est plus sur toute la surface de la Terre. C'est beau ce titre. C'est quelqu'un qui croise vraiment des récits un peu comme par association d'idées. Il mélange plusieurs figures qui a priori sont pas comme ça associées, tisse quelque chose comme ça. Puis voilà, il se passe en Indochine et sur vraiment le fait d'être en face d'un autre avec un grand A et cette expérience-là, à partir de lettres d'une correspondance entre un jeune homme et qui raconte aussi son colocataire et les façons différentes qu'ils ont d'être des colons et d'être ailleurs. Et c'est assez étonnant, hein. Vraiment, c'est... Mais tu vois, si je te lis un petit extrait, tu vas entendre... C'est très très beau, mais voilà, ça demande, je pense, un petit peu de... Je veux bien un petit extrait, si un petit peu d'exigence. Mais sans doute est-ce un peu hasardeux de faire l'exégèse d'une grotte. Cela n'a peut-être même guère de sens. Peut-être en effet, mais ce que cette histoire-là dit, en tout cas, c'est que cette grotte et les dessins et sépultures qu'elle abrite étaient bien le lieu d'où l'homme ancien pensait sa place, son monde à lui en quelque sorte. Dans le silence de la grotte, loin du fracas de l'océan, des bêtes, de la forêt, l'homme ancien tenait, au centre de la pierre, par la pomme appuyée. C'est hyper beau. Mais voilà, et après, il y a un autre livre, mais je ne vais pas forcément lire un passage. Jardin en temps de guerre, Théodore Séric. Et ça, c'est un très beau livre, ça, c'est un livre que je relis.
Que tu relis, auquel tu reviens? Ouais. Je connais pas non plus. C'est quelqu'un qui écrivait des chroniques dans des ouvrages sur le jardinage et tout ça, et qui en même temps était un peu journaliste, et qui raconte plusieurs jardins incroyables, et en même temps il y en a certains qui sont plutôt des jardins simples. Mais des lieux qui racontent des histoires sur ceux qui ça c'est très beau. Ouais. C'est vraiment très beau. Et après, j'ai lu Etel-Adnan des villes et des femmes cet été. Etel-Adnan des villes et des femmes, oui. Qui est très beau. J'aurais pu prendre des petits passages là aussi. J'ai une question assez terrible, mais je la pose quand même parce c'est intéressant de voir, ça fait une sorte de photographie de ton panthéon littéraire, on va dire, au moment où on parle. Je sais bien que l'année dernière ou dans un an, ce serait pas la même chose. Si tu devais partir avec seulement 3 de tes livres préférés, je sais. Pas préparé, en fait. Je sais bien. Tu peux prendre le temps de réfléchir 3 ou 4. J'emmène Jardin je l'emmène celui-là. Les jardins en temps de guerre que je viens de me montrer. Jardin en temps de guerre, j'emmène ça. Parce que même si c'est des histoires de jardin quelquefois tristes, c'est aussi quelque chose sur la beauté, sur des façons différentes aussi peut-être d'être au monde et d'être par exemple il y a un jardin qui existe, ce sont que des jardins qui existent dans le Kent, qui a été fait par un monsieur par rapport à ses amis qui sont morts du sida, et qui fait une sorte de jardin mausolée avec toutes sortes de plantes et c'est un jardin que j'aimerais aller voir, mais il y a aussi l'histoire d'un jardin, il y a le jardin de Samuel Beckett dans la région parisienne, il y en a un en Crète aussi avec une nymphe et quelqu'un qui sait, enfin tu vois, c'est très très poétique, et c'est vraiment un livre moi qui me nourrit, qui m'a accompagnée aussi à d'autres moments, quand ma maman était en train de mourir, et qu'elle pouvait plus parler, elle était allongée là, toute coincée dans son corps. Je me suis servie de ça. Je suis partie dans des jardins avec elle. J'ai lu un livre, et alors je lui racontais les jardins, puis après je dis on va aller dans notre, tu vois, et il y avait cette chose là du jardin, donc ça je pense que c'est vraiment ça je l'emmène, parce que ça je le relirai, et avec on peut aller dans plein de jardins et s'imaginer des jardins, et voilà. On a abordé beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup. On va passer à la dernière partie de cet entretien qu'on a intitulé le passeport littéraire. Sophie, si tu étais un titre de livre. Alors là, c'est dur parce que je suis nulle en titres. C'est un enfer de faire des titres, de trouver les titres. De choisir les titres pour tes livres à toi. Ouais. Et après, j'ai découvert en écrivant des livres ça fait pas la même chose le titre que tu dis et le titre sur la couverture. Tu vois, par exemple, La femme domino, sur mon livre, je trouve qu'écrit, il va bien, à dire, il me va pas complètement. Non, je sais pas, y a pas un livre de Duras où y a pas écrire, dit-elle, ou un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal. Écrire de Duras, c'est parfait. C'est ça. Alors, la deuxième question va peut-être aussi te... Voilà, il est midi. Il est midi. On entend l'oiseau chanter. J'espère que ce son-là restera l'enregistrement. Si tu étais une héroïne ou un héros de roman, est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé incarner, ou alors qui te parle, dans lequel tu te retrouves? J'aime bien les enquêteurs. Voilà, les enquêtrices. Et tu te vois bien dans ce un peu. C'est ce que tu fais. Je fais un peu ça, et j'aime bien ces narrateurs et ces narratrices-là. J'aime bien aussi, en 3 pages, t'accompagnes, tu suis quelqu'un comme ça. Ça crée un lien, et comme et j'aime bien ceux-là, qui sont pas forcément très précis, où t'apprends au fur et à mesure un peu des choses, où il n'y a pas besoin de tout savoir. Plus que des héros, c'est plus des narrateurs ou des narratrices. Est-ce que tu as le souvenir d'un dernier chagrin de lecture? Tu peux entendre le mot chagrin dans le sens que tu veux. J'en ai parlé il y a pas très longtemps. J'ai vraiment pleuré avec D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Ouais, j'ai vraiment pleuré. Ça m'a marqué. Après, il y a d'autres émotions, mais vraiment, toi, dans le sens chagrin. Tu sais pourquoi? Tu pourrais me dire pourquoi? À la fin, là, il y a cette montée là vers ce personnage et son cancer, et qui organise la fin de sa vie, et qui dit au revoir à ses enfants, qui dit au revoir à tout le monde, et voilà, ça je me souviens vraiment de tu sais vers quoi tu vas, tu t'approches de ça.
de me dire, oh, bon, allez, c'est maintenant, on y va, de prendre une respiration et vraiment voilà, d'avoir les larmes qui coulent, quoi. Ça m'est pas arrivé souvent, tu vois, à ce point-là. Il y a un petit bouquin chez Verdier aussi, Prendre date, là, de Riboulet, et qui m'écrit un livre qui est un mélange de correspondances après les attentats de Charlie Hebdo. Tu vois, ça, c'est des petits livres. Là, tu vas le retrouver dans ta bibliothèque ? Ouais, là, je sais où il est parce que c'est des petits livres, ils sont là, les tout petits livres. Ils sont dans l'étagère petite. Prendre date, Patrick Boucheron et... Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet ? Ouais. Donc, t'as une étagère petit livre. Ouais, c'est une petite étagère et donc il se trouve qu'il y a des petits livres. C'est pas mal. Voilà, Ah oui. C'est ça. Ça, par exemple, c'est des livres qui sont poignants, qui nous remettent dans aussi la tragédie de ce moment-là, mais après de tout ce qu'elle ouvre, quoi, de tragique. Là, en ce moment, moi, je suis beaucoup dans ça, donc dans les livres un peu enquête, un peu hybride et tout. Donc, Lucie Taïeb, voilà, je vais regarder. C'est quoi de Lucie Taïeb ? Ça, c'est le premier que j'avais lu d'elle. Fresh Kills, Recycler la terre. Après, François Durif chez Vertical. J'ai tendance à un peu lire chez Vertical, un peu ce qui. T'as aussi des maisons d'édition. Ouais, ce qui sort, Verdier. Et est-ce que dans le même ordre d'idée, il y a des auteurs ou autrices, morts ou vivants, mais je pense plus à ceux du passé que t'aurais aimé rencontrer, avec qui t'aurais aimé échanger, avec qui t'aurais aimé poser des questions? Donc à l'époque, j'étais fan. Quel âge j'ai 30 ans à peu près. C'est avant 2001, donc voilà, j'ai 30 ans. C'est juillet 2001. Donc j'y suis en juillet 2001. T'es à New York. Je suis à New York, une copine m'embarque là-bas. On a une copine qui y vit. Et moi, j'ai beaucoup lu Paul Auster. J'en ai fait mon sujet de maîtrise quand j'étais en maîtrise de lettres modernes, sur la quête de l'identité dans la trilogie new-yorkaise de Paul Auster. Donc je suis complètement fan de son travail à ce moment-là. On va à New York. On va à Brooklyn. Sur Arte, à l'époque, il y avait un petit documentaire. J'avais aperçu un peu où peut-être il habitait, un quartier. Enfin bon. Ma copine était aussi une grosse lectrice et aussi fan de Paul Auster. Donc on va à Brooklyn, comme ça, un peu, on cherche Paul Auster. Et on passe dans une rue, et Paul Auster sort avec Cyril Vsdet. Et ils partent. Et nous, on est, tu vois, à 50 mètres quoi, derrière, et on le suit. Et donc me voilà en train de suivre Paul Auster à New York. Donc déjà ça me suffisait pour toujours. Et ensuite ma copine me dit tu vas lui demander un autographe, il est hors de question. Enfin, incapable. Je dis non, c'est pas possible. Déjà à New York. Elle me dit bon, j'y vais à ta place. Donc elle part, elle me fait signer dans mon cahier un mot. Elle revient, moi elle était comme ça, tu vois, elle tremblait et tout. Et elle me ramène ça, et voilà, quoi. Et moi, je rentre avec mon autographe, et comment je n'ai pas rencontré Paul Auster. C'est un livre, ça aussi. Mais je l'ai écrit dans un livre, je vais te le passer. Mon tout premier livre, édité par un éditeur, et qui est un jeu comme ça, sur la fiction, justement, et le réel, avec des histoires de libraires, c'est pour ça que je vais te le passer. Oui. Et dans ce livre, tout est faux, sauf ça. Et quelqu'un qui l'a lu m'a dit super ton livre, il y a qu'un truc un peu gros, c'est la rencontre avec Paul Auster. Donc voilà. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, mais sans savoir qu'elle serait pour toi. Donc j'ai échangé avec Eric Fotorino dans un épisode précédent, et il t'adresse la question suivante: aimez-vous écrire? Oui, complètement, par-dessus tout. À ton tour, il faut que tu adresses une question à la personne que je verrai après toi sans que tu saches qui il ou elle est. Une question qu'on m'a posée et qui sera sans doute le fil conducteur de mon prochain livre. Qu'est-ce qu'on met dans un livre? Ok. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on met dans un livre? Je lui poserai la question. J'ai une dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont on a parlé, ou peut-être d'autres dont on n'a pas parlé, il y en a un dont tu me conseilles la lecture, à moi personnellement, absolument? Il faut lire ce livre-là. Un livre qu'il faut absolument lire. Toi, tu dois absolument lire ça. Moi, j'imagine qu'à chaque fois, on doit te conseiller des livres de libraire. C'est-à-dire des livres de libraire? Des livres où il y a des... Ah non, pas forcément. Donc tu vois, ce serait la première fois.
Moi, j'ai écrit un livre sur les Bah libraires. alors, vas-y, celui dont tu me parlais. Un autre, j'ai une sorte d'obsession avec les libraires qui s'appelle les points communs. Bon, c'est pas du tout par prétention, hein, surtout qu'en plus il est impossible à trouver, il est plus édité, donc je te l'offre avec plaisir. J'ai fait un petit road trip de librairie en librairie en France, et mes haltes étaient avec des libraires qui me racontaient leur passion de libraire. C'est génial. Et voilà. Donc, celui-là me paraît tout à fait... Avec plaisir. Merci beaucoup Merci pour à cet toi. échange. C'était hyper intéressant de t'écouter. Merci pour ton écoute et tes questions variées. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Sophie Poirier. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgendsquilises.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et partagez-le avec d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, joyeuses fêtes dans les livres.